Bien, bonjour à tous. On accueille aujourd'hui Monsieur Fréquet de EVS qui va venir un petit peu vous parler de son métier, du travail chez EVS. Je vous fais confiance pour ne pas parler de manière inutile à des moments inopportuns. Ok. Et faites-lui bon accueil. Écoutez bien tout ce qu'il a à vous raconter. J'ai ouï dire qu'il avait amené peut-être des trucs que vous pouviez gagner si vous étiez balèze au quiz à la place. Et ça, cependant, ah, bah non, ça ne sert à rien finalement. Ok, ben voilà, j'ai déjà été un peu présenté. Je vais passer assez vite à l'agenda avec une première bonne nouvelle, c'est que logiquement, je tiendrai le délai. Si jamais ça débordait, si vous voyez qu'il est 5h15 et que je suis toujours en plein milieu de mes slides, faites-moi un petit signe, c'est que j'étais trop bavard et que je me suis accéléré. En tout cas, je vous libérerai à l'heure au plus tard, et peut-être même plus tôt si ça avance bien. Donc l'agenda, je commencerai par me présenter un peu plus en détail qui je suis. Ensuite, je vous présenterai la société dans laquelle je travaille, donc EVS Broadcast Equipment, les produits et solutions qu'on y développe, et je terminerai par les métiers qu'on a chez EVS qui vont directement vous impacter, c'est-à-dire tous les métiers liés à l'informatique. Et on aura une petite session questions-réponses pour ceux qui auront des questions. Alors, qui je suis? Je me suis déjà un peu présenté, je m'appelle Éric Fréquin, je suis bachelier de l'HEPL. C'était il y a assez longtemps, j'ai croisé un étudiant sur le chemin en venant. Je lui disais que oui, je venais de ces mêmes écoles, mais c'était il y a 20 ans. Il a été gentil, il m'a dit « Ah, je vous donnais 28 ans, donc merci. » Mais dans les faits, c'était bien il y a 20 ans, donc ça remonte à il y a assez longtemps. Et j'ai été engagé chez EVS à la sortie de mes études. J'ai dû un peu chercher, mais c'est la première boîte que j'ai faite et la seule du coup actuellement. Donc aujourd'hui, je suis Engineering Manager chez EVS et j'y travaille depuis 16 ans. Donc manager, je reviendrai en détail sans rentrer dans un job catalogue complet, mais globalement, je gère un ensemble de software engineers au sein de plusieurs équipes chez EVS. Dans mes autres casquettes, parce que c'est un peu comme ça, chez EVS, on a la possibilité d'avoir plein de casquettes. Je suis single point of contact pour les ressources humaines. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque les ressources humaines ont des questions techniques vers la R&D, c'est moi qui ai le contact et j'essaye de les aider dans leur mission au mieux, de faire le trait d'union entre RH et R&D. Je gère aussi tout ce qui est stage, donc les sujets de stage. Alors, c'est pas moi qui rédige la totalité des sujets de stage pour EVS. Chaque équipe vient avec des propositions, mais je m'assure que chaque topic qui est proposé remplit un ensemble de critères, comme le fait que ça rentre en 14 ou 15 semaines, que ce ne soit pas un stage faisable en 2 semaines, ou un stage inatteignable pour un étudiant, ou critique pour EVS. Et donc, on ne va pas vous mettre une pression de fou en vous disant « il n'y arrivait pas, les Jeux Olympiques, c'est mort ». Ça n'arrivera pas. Je m'assure aussi de la partie interview. Donc ça, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'on se recroise dans 3 ans, une interview de stage chez EVS. Et donc, logiquement, ce sera certainement toujours moi. Voilà, donc là, je fais un peu tout ce filtre-là. Je suis aussi membre de groupe ESG chez EVS. Je reviendrai en détail sur ce que c'est l'ESG, un acronyme que vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu, mais dont on parle de plus en plus. Donc, je pense que c'est important d'au moins vous conscientiser à ça. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. EVS, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui est leader mondial dans le monde du broadcast, donc tout ce qui est télévision, flux vidéo. Elle s'est fait connaître principalement pour tout ce qui est ralenti sportif. Donc, à la base, on vient d'un monde, d'année en année, au fur et à mesure d'expliquer, je me rends compte que c'est là que je vieillis, mais on vient d'un monde où on avait des cassettes, des tapes dans les studios. Donc, tout était enregistré sur des bandes magnétiques. Et EVS a été une des premières sociétés à se dire, et si on sauvegardait ça sur des disques durs? Ce qui a amené un avantage énorme, c'est que quand on est sur des cassettes, si vous voyez à peu près le système de bande magnétique, quand vous voulez revenir dans le passé, vous devez arrêter votre cassette, rembobiner, et puis refaire play et revenir au live après. Ça veut dire que pendant un certain temps, on arrête d'enregistrer. Donc s'il y a une action, vous voulez la rejouer, vous n'enregistrez pas ce qui se passe pendant que vous diffusez le replay de cette action. Avec des disques durs, on n'a pas ce souci-là. On peut enregistrer et en même temps diffuser. EVS s'est fait connaître grâce à ça. Elle a eu un système de ralenti assez performant, sans arrêter le live, beaucoup plus rapide, parce qu'un disque dur, c'est plus rapide qu'une tape.
Voilà, donc on a amené un peu tout ça, la digitalisation du monde du broadcast. Alors chez EVS, on a un motto, on dit qu'on ne crée pas du logiciel, notre mission c'est créer du retour sur émotion. On ne dit pas on crée du hardware, on est des développeurs, on crée du logiciel, non, on crée du retour sur émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aide nos clients à délivrer un contenu avec des moments forts à chaque instant de la journée en temps réel. Alors ici j'ai pris un petit schéma qui présente un peu un flux classique d'une production, où je vais essayer de vous montrer où se place EVS là-dedans. Ici on a un terrain de football avec des caméras tout autour, qui filment le match en permanence. Vous avez un car de régie, un truck, c'est le car qui vient se garer, si vous prenez le standard, il vient se garer à côté du stade de Sclessin, il vient brancher les caméras à ce car de régie, il enregistre la totalité du match, et il envoie ça par, peu importe le système, à un studio, qu'on appelle du Near Live Studio, donc c'est un studio qui va être à Bruxelles par exemple, donc vous avez RTL qui va enregistrer le match, qui a les droits et qui le diffuse, RTL va recevoir les flux vidéo et les diffuser, donc vous les avez vous en live. C'est aussi là que se passe la post-production, c'est-à-dire tout ce qui va être montage, le fait de préparer le journal, de préparer le replay d'après le match, le fait de préparer n'importe quelle production qui sera préparée pour plus tard. Donc EVS il se place vraiment ici au cœur du système, dans le truck, avec nos serveurs qui enregistrent la matière, nos produits qui permettent de rejouer le live le plus vite possible. Quand vous voyez un match, peu importe quel sport, vous avez un goal, le replay il faut qu'il soit instantané. Si vous avez le replay 5 minutes après, ça ne sert à rien. Goal, replay instantané. Et vous avez, EVS se place du coup dans le studio où il y a tous ces événements, pas tous ces produits, pardon, post-production, où on va pouvoir faire du montage vidéo et tout un ensemble d'autres choses. J'entends souvent des gens qui pensent que EVS envoie des personnes enregistrer ou opérer. On n'a pas vocation à fournir des opérateurs, c'est chaque chaîne télé ou finalement chaque client qui a ses propres opérateurs. Nous on les forme et on vend les produits qui vont avec. Mais on ne vend pas de caméra, on ne vend pas d'opérateur et encore moins la partie de droite. Là c'est vraiment la diffusion, satellite, fibre et autres. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu une fois une personne qui a postulé chez EVS et en entretien, quand on lui a demandé ce qu'on faisait chez EVS, donc ça c'est une question que je vous donne, vous l'aurez dans quasiment toutes les boîtes logiquement, vous allez à un entretien, on va vous demander qu'est-ce que vous connaissez de notre société. Ça c'est sûr. Si vous arrivez et que vous ne savez pas dans quelle boîte vous mettez les pieds, c'est mal parti. Et la personne m'a répondu, oui je sais très bien ce que vous faites chez EVS, vous lancez des satellites. Voilà. On lance des satellites. Je peux vous promettre sur le toit, je peux vous montrer des photos, il n'y a pas vocation à lancer les satellites. Donc voilà, renseignez-vous bien quand vous rentrez dans une boîte. Et là, bon, évidemment, je dois essayer de pas rire à l'interview quand on me sort ce genre de choses, mais ça, c'est autre chose. Alors, quelques-uns de nos clients, il y en a certains qui vont vous dire, vraiment, vous dites, j'ai jamais vu ce nom-là de ma vie. D'autres, vous avez peut-être déjà vu le nom, en tout cas, j'espère. La partie de gauche, elle va un peu moins vous parler. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est client, on va dire tout ce qui est ce qu'on appelle les facilities, c'est ceux qui vont louer du matériel. Toutes les chaînes de télé n'ont pas un quart de régie dans chaque pays ou du matériel partout. Elles louent, elles sous-traitent, le matériel qu'on vend est très cher. Donc on a vraiment des NEP ou des Game Freak, ce sont des énormes boîtes qui sont partout dans le monde et qui louent du matériel audio-vidéo pour enregistrer un événement. Et puis cet événement, vous l'avez à la télé et RTL achète les droits par exemple. Au centre, c'est plus toutes les chaînes télé, donc le broadcast et les médias. Et là, il y a peut-être des noms que vous allez commencer à reconnaître. Fox, par exemple, c'est une chaîne de sport mondialement connue, principalement américaine. NBC, BBC, Eurosport, Sky chez les Anglais, Tencent, assez grosse société aussi. Et tout à droite, c'est le troisième axe sur lequel l'EVS est présent, c'est les événements. Donc vous voyez par exemple le football, les New York Yankees, donc du baseball, la FIBA, la ligue de basket, ou pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être encore plus, l'e-sport. On parle de sport, mais on parle aussi d'e-sport, ici le SL, Counter-Strike par exemple, ou je pourrais citer d'autres noms comme Riot, ceux qui jouent peut-être à League of Legends. Voilà, je vois des gens qui hochent la tête. Voilà, ça parle parfois un peu plus aux étudiants. C'est aussi des clients. Donc sport, e-sport, même catégorie. Ils ont besoin du même matériel. Alors, en parlant d'événements, il y en a aussi qui sont beaucoup plus connus. Là, c'est un peu une timeline des gros événements. Ici en Europe, je pense, impacte un peu plus les gens en ont un peu plus conscience. Tout ce qui va être
l'Euro, les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques. Donc là, par exemple, on est en train de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, en plein dedans. Alors, quelques chiffres, c'est pas... Question? Oui. On fera les deux. Alors logiquement, c'est quasiment les mêmes produits, hein, parce qu'au final, nous, on n'est pas présents sur les événements en train d'enregistrer. Donc les opérateurs, ils appartiennent aux organismes, mais on vendra le produit aux deux. Ça, c'est notre lot quotidien. Pour l'instant, on gère Fox, la CNN, RTL et les Jeux Olympiques, et on les gère tous en parallèle. Ils ont chacun leur cas d'utilisation. Soit on le fait déjà, soit on ne le fait pas, et on doit développer des features spécifiques pour eux. C'est une gestion des priorités et on essaye de gérer au mieux tout ça. Mais oui, on fait tous les clients en même temps, potentiellement. Alors, quelques chiffres. On a 34 nationalités chez EVS. Le HQ, donc le bâtiment principal, est basé à Liège, au Sartillement, tout près de l'université, pas très loin d'ici. On a plus de 20 bureaux à travers le monde. Ça c'est du chiffre, on a 173 millions de revenus en 2023 et 41 millions d'EBIT. L'EBIT, c'est globalement le bénéfice que fait la société, quand vous avez retiré tout ce qui va être prix du matériel, employés, etc. La société a été fondée en 1994. Alors, il faut savoir qu'il y a eu deux faillites avant que la société ne démarre, comme quoi parfois il ne faut pas abandonner. 2 faillites, la troisième c'était la bonne. 3 personnes dans un garage qui ont démarré cette société, et puis la success story qu'elle a connue. En 98, elle est rentrée en bourse, et donc ça veut dire vous pouvez être actionnaire de VS. Je suis actionnaire de VS. La totalité des employés de chez VS reçoivent par année des actions. Alors je parlais de la présence de VS dans le monde. On a des bureaux un peu partout. Les bureaux que vous voyez ici en bleu sont des centres de développement. Liège est le principal. On a 600 employés chez VS et un peu moins de 300 font partie de la R&D. Donc, comme je disais, principalement à Liège, à Gils, donc aux Pays-Bas, à Bruxelles, à Londres, Paris, Toulouse. Les autres bureaux, c'est principalement du support ou du contact client. Donc, comme vous voyez, il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, de chaque côté, côte est, côte ouest, Australie, Chine. Voilà, on est partout, surtout pour le contact client. Très important. Alors, EVS, c'est aussi une société qui met en avant certaines valeurs. On en a choisi 7 chez nous, qui sont l'accountability, donc c'est le fait de pouvoir compter sur les gens. L'agility, donc ça c'est le côté être flexible, être réactif, pouvoir s'adapter. Dans notre métier, c'est vraiment nécessaire. J'avais la question tout à l'heure de et s'il y a plusieurs clients, etc. Mais ça arrive qu'il y ait des urgences, que ça change, on doit pouvoir vite s'adapter. Customer success, donc être à l'écoute du client et remplir son besoin au maximum. L'excellence, pas spécialement besoin d'expliquer, on a eu un assez haut niveau d'excellence et des standards assez hauts. On essaie de rester à la pointe de la technologie. L'innovation, donc ça on demande à chaque employé de VS d'innover. On a une équipe d'innovation, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais on ne s'attend pas à ce que ce soit cette équipe, et uniquement cette équipe, qui nous délivre des idées. N'importe quel employé de chez EVS peut à tout moment envoyer un mail, même au CEO si on veut, en lui disant « j'ai une super idée, Serge, et si on faisait ça ?» Et potentiellement, on va le faire. Donc j'étais à innovation, la passion, certainement peut-être, pour moi en tout cas, une des plus importantes dans notre métier. Vous allez faire un métier qui, je trouve, est passionnant. Et je trouverais dommage de le faire purement alimentairement parlant. Moi, j'ai le sentiment que quand on fait un métier où on le fait avec passion, le reste suit. Là, vous êtes en première année, vous avez encore du coup un petit chemin à faire. Mais si vous êtes passionné, je suis sûr que ça va suivre. Si je prends une anecdote de mon exemple personnel, les 3 années ici sont plutôt bien passées. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a comme des cours qui parfois demandent, quand vous allez avoir vraiment tous les travaux pratiques, etc., ben, ça demande quand même de ne pas se décourager. Parfois, il y a binôme qui peut abandonner. Ben, il va falloir redoubler d'efforts, etc. Mais moi, je sais que scolairement parlant, avant de venir à la Chapelle dans mon cursus scolaire secondaire,
J'ai eu un échec en 5e secondaire. Pourquoi? Parce que j'ai choisi maths forte, sciences. Donc je faisais 8 heures de maths, 7 heures de sciences. Pourquoi j'ai choisi ça? Pas par passion en tout cas. Je l'ai choisi parce que j'étais bon en maths. Et donc je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait des maths. Mais force est de constater qu'à force, je m'amusais juste pas et je me démotivais. Quand j'ai eu cet échec, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au final? Parce que moi je trouve que c'est jamais évident de savoir ce qu'on veut faire comme métier plus tard. En tout cas, moi j'ai vraiment mis du temps à arriver à cette réflexion-là. Je me suis dit, ok, j'aime les ordinateurs, je suis un peu geek, je joue dessus, ouais, ok, est-ce que je peux en faire un métier? En tout cas, je ne me voyais pas faire de l'e-sport et encore moins à l'époque. Je me suis dit, bon, programmation, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? J'ai testé et la passion, elle est vraiment venue de là. À partir de là, j'ai envie de dire, tout a roulé. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un métier que vous allez faire 9 heures par jour, enfin 8 heures plus votre temps de midi, donc vous êtes sur un bon 40 heures semaine, vous allez passer la majeure partie de votre journée au boulot, la majeure partie de votre vie au boulot, directement. Si vous y allez tous les jours avec des pieds de plomb, honnêtement, je ne vais pas vous décourager, mais oubliez, si vous vous dites là, moi, coder toute la journée, c'est pas mon truc, j'aime pas, faites pas les bonnes études. Si ça roule, franchement, c'est génial. Vos journées, elles vont passer incroyablement vite. Regardez, j'ai 40 ans, et on dirait que j'en ai 28. Hein. La preuve que ça passe bien. Et le dernier, le teamwork, donc l'esprit d'équipe. ESG, j'ai évoqué le nom tout à l'heure. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est une notion qu'on a de plus en plus dans toutes les sociétés. C'est 3 axes. L'axe environnemental, l'axe social et l'axe governance. Donc c'est vraiment le fait qu'on a une société qui va essayer de s'engager sur ces 3 axes. Environnemental, ça c'est simple, tout ce qui concerne la planète. Donc on a une société qui va s'intéresser aux énergies vertes. On va essayer de moins consommer, on va réfléchir à notre empreinte carbone, que ce soit au code EVS, mais aussi par rapport aux produits qu'on vend. Donc on réfléchit à se dire, que consomment un de nos produits? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact planétaire par rapport à nos produits? Un exemple, ça peut être le remote workflow. Avant, quand on voulait faire des choses, il fallait que les gens soient physiquement à côté des machines. Maintenant, on peut avoir des gens qui sont au bout du monde et avec la fibre, travailler comme si elles étaient à côté du stade. Et donc, elles n'ont pas besoin de prendre l'avion, elles n'ont pas besoin de se déplacer, etc. etc. Empreinte carbone réduite. Ce genre de choses qu'on essaye de réfléchir et d'amener. Social, c'est tout ce qui va concerner plus les personnes. Donc, réquisition des talents, essayer de faire en sorte que les gens soient bien chez EVS, qu'on soit dans un cadre sain, diversité et inclusion, s'assurer qu'il n'y ait pas de clivage, qu'on soit vraiment avec un esprit le plus ouvert possible et qu'on prenne en considération chaque personne. Un côté communautaire aussi, on le verra sur le second slide, on essaye d'avoir un impact dans un maximum d'actions sociales. Et le dernier, c'est la gouvernance. Alors là, je ne suis pas dans ce groupe-là, je suis dans les 2 premiers. Donc le troisième, je maîtrise un peu moins, mais c'est tout ce qui va vraiment tout ce qui va toucher la société. Donc les sujets de cybersécurité, ou par exemple le fait d'avoir une chaîne d'approvisionnement durable, c'est-à-dire choisir qui nous fournit nos matériaux, est-ce que eux aussi, etc. Il y a aussi tout un côté éthique. Par exemple, on a une éthique business chez EVS que je ne pourrais pas accepter, même si l'HEPL me l'offrait en super Alienware, je ne pourrais pas l'accepter. Par contre, si on m'offrait une boîte de chocolat, je pourrais. Voilà. Il y a toute une série de règles comme ça qui sont mises, qui nous interdisent d'accepter de nos clients des cadeaux, par exemple. Ça fait partie de l'éthique. Alors, je parlais des actions sociales et de la partie verte. Ici, on le voit un peu plus en image. Vous voyez les toits. Il n'y a pas de satellite, toujours, hein, je ne mentais pas. Donc voilà, on voit que VS est très vert. On a des panneaux solaires sur la totalité du toit, à l'arrière du bâtiment, au-dessus de nos parkings. Donc vraiment, on essaye de gérer ça au mieux. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite question. Est-ce que vous imaginez, ou est-ce que vous pouvez imaginer ce que consomme EVS en énergie par an par rapport à une famille moyenne? Donc, quelle est la consommation énergétique d'EVS en famille belge moyenne par an? 1000. Donc tu te dis qu'on consomme par an l'équivalent de 1000 foyers belges. Hors panneaux solaires. Les panneaux permettent d'amortir finalement notre consommation. On a une partie de notre consommation qui est verte. On essaie de l'agrandir, mais on consomme quand même directement. Donc, sans tenir compte des panneaux, C'est 500 ou 5000 employés?
On est 600. 600 ici à Liège. Qui a un chiffre? Vous parlez du site que de Liège ou tous les sites ensemble? Tous les sites ensemble, mais c'est principalement Liège. Liège, c'est vraiment là où il y a, il y a 6000 machines, pour vous donner une idée, dans le bâtiment. Consommation électrique, des machines, les lampes, tout ce qu'il y a. Qui a un chiffre à donner? Un chiffre? 20 000 familles? Moins. 10 000 familles plus. C'est le juste prix. 15 000. On consomme l'équivalent de 15 000 familles moyennes belges par an. Voilà, c'est assez énorme. En tout cas, moi, quand j'entends ça, ça me fait toujours un peu peur de me dire waouh, quand même, on consomme énormément. D'où les tentatives de réduction. Dans les autres actions de ce type-là, par exemple, chez EVS, on ne chauffe pas. Les machines suffisent à chauffer le bâtiment. On ne fait que refroidir, en fait. On refroidit nos machines en permanence et on récupère toute l'énergie de nos nodos pour chauffer le bâtiment. Et ça suffit largement. La deuxième image que vous voyez, c'est Codeur Dojo. Je ne sais pas si certains connaissent cette association. Une association qui essaye de développer le métier, finalement, software engineer auprès des jeunes. Là, c'est tout spécialement session Codeur Dojo Girl. Voilà, cette année, EVS sera hôte de Codeur Dojo, donc on va les accueillir pour un événement. Donc on participe à ce genre de choses. Juste à côté, vous voyez, on participe à peu près par an 80 projets sociaux culturels. Là, c'est tous les employés EVS qui participent à une course pour une association caritative. Et tout à droite, le côté Caring Company, donc le côté où on a une culture, on essaye que les gens soient bien, c'est un peu à l'américaine, un peu à la Google. On n'a pas de toboggan encore chez nous, mais on a des fruits, on a une salle de sieste, une table de ping-pong, on a des kickers, on a des douches, donc il y a des gens qui viennent en vélo tous les matins, qui repartent en vélo, sauf quand le temps est vraiment mauvais, mais voilà. On a un ensemble de choses qui font que les employés sont bien, et on est franchement dans un chouette cadre, pour le coup. Voilà. Alors, slide-là, je vais les passer un peu plus vite. C'est la partie produits et solutions. Qu'est-ce qu'on fait concrètement chez EVS? Ok, on fait du broadcast, de la vidéo, mais concrètement, qu'est-ce qu'on vend? Un produit, si je devais me comparer, on va parler d'une autre boîte que je pense que vous connaissez tous, Google par exemple. Si vous prenez Google, un produit, ça va être Google Sheet, ok, ça fait ça. Google, je sais pas moi, Google Drive, ça fait ça. Voilà, vous avez des produits qui font un ensemble de choses. Une solution, c'est un ensemble de produits qui travaillent ensemble pour avoir un objectif. Et ce vers quoi EVS tend, c'est ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire un ensemble de produits qui travaillent entre eux de façon extrêmement fluide. Quand vous ouvrez votre mail Google, en 2 clics, vous pouvez prendre votre fichier, le mettre sur Google Drive, ça marche, vous pouvez le repartager, ça marche. Donc peu importe que vous passiez d'un outil à l'autre, tout est fluide, tout est interconnecté. Alors, je ne vais pas rentrer dans les 4 catégories, mais principalement dans les 3 premières. Je rentrerai moins dans Media Hub parce que c'est plus de l'infrastructure, donc du réseau, du câblage, ce genre de choses. La première, c'est ce qu'on appelle le Liveception. C'est une solution qui est là pour le live, comme son nom l'indique. Donc c'est vraiment du direct, assez simple. On revoit à peu près l'équivalent de l'image que vous avez vue tout à l'heure avec les grands noms du broadcast. Vous avez à gauche un truck, un Obi-Van. Voilà, c'est du live. C'est à côté du stade, on a notre solution à l'intérieur, on est sur ce genre de choses. Le studio, avec des productions live, des talk shows, ce genre de production. Et tout à droite, des événements sportifs ou événements e-sport, peu importe. Là, je pense de nouveau que c'est de l'ESL avec Counter-Strike. Voilà, ça, c'est vraiment la cible de ce genre de solution. Là, on voit quelques photos pour vous donner un peu une idée de à quoi ressemble un quart de régie ou un bureau de production. C'est assez étroit, c'est assez petit. J'ai déjà eu la chance d'aller dans certains. On est rarement plus de 2 invités dedans, il faut montrer patte blanche, c'est très étroit, il fait très chaud. Il y a un gars qui crie en permanence, qui donne des ordres à ses gars devant en leur disant « Toi, moi j'ai quelque chose, go, live, toi, 2, 3, 4, caméra 8 », ça ne fait que crier, c'est vraiment... Je pense qu'ils perdent 2 litres d'eau en 1 heure de match, c'est incroyable, je trouve, comme métier, je ne saurais pas faire ça. Et voilà, ça vous donne un peu une idée, et là on voit par exemple les opérateurs qui ont la responsabilité d'un ensemble de caméras.
On dit souvent qu'au-delà de la tweet, un humain n'est pas capable de vraiment suivre vraiment les 8 caméras. Donc on voit, il y en a qui en a 8, mais il en a 2 grises, lui il en a 6, lui il en a 8, mais dans les faits, il y en a 3 plus 2 matrices. Donc voilà, ils essaient de suivre chacun quelques caméras. Et quand ils voient une action, ils le signalent au chef opérateur et ils disent « Hey, moi j'ai une super action, il y a une faute, il y a une attaque, il y a quelque chose. Je te la rejoue, je te la montre en preview, t'es bon, hop, on l'envoie en live, 3, 2, 1, go, caméra 2, caméra 3, on change. » Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça ne fait que parler, crier en permanence. Ça, c'est vraiment la partie live. Derrière ça, il y a quoi? Qu'est-ce que nous, on vend? Qu'est-ce qu'on fait? On vend évidemment le serveur qui enregistre, j'en parlais en tout début. C'est ce qui a fait connaître EVS, ce fameux serveur avec des disques. Dedans, c'est des cartes qu'on fabrique chez nous, avec des baies de disques en plus. Et on vient y brancher à l'arrière des caméras. Et la matière est en permanence enregistrée. Donc c'est du loop recording. Ça veut dire qu'on enregistre en permanence la matière pendant plusieurs jours. On peut revenir remplacer de plusieurs jours. C'est assez simple. Quand vous arrivez au bout, vous revenez au début, on réécrase et on recommence. Et à droite, vous voyez une remote. Donc ça, c'est quelque chose que les opérateurs utilisent en permanence, surtout sur le côté live. On a ici ce qu'on appelle un jog. Donc ils browsent, ils reviennent en arrière. Ils disent voilà, je veux démarrer ma séquence ici, je veux la rejouer. Ils disent bon, dans le futur, je veux la terminer là. Ils utilisent ce qu'on appelle le lever. Donc là, ils peuvent choisir la vitesse. Ils jouent ça plus vite, moins vite. Et vous voyez l'action plus doucement. Et puis un peu, elle s'accélère, puis elle se ralentit, etc. Donc c'est grâce à ce genre d'outil qui gère vraiment la partie live. Juste après, on a la partie Mediaception. Là, c'est plus la post-production, les studios télé. Où là, on va avoir des gens qui seront plus des monteurs vidéo. C'est encore un autre métier. Ils vont justement préparer les highlights des matchs à la fin de match, où vous avez les analyses, ce genre de choses, ou le JT du soir, ou une émission, peu importe quelle émission télé vous voyez. Donc là, il y a plus vraiment une notion de montage, quoi. On le fait après, ou en amont parfois. Et donc ils vont vraiment voilà, changer les tracks audio, mettre de la musique à tel moment, mettre un logo, vous voyez le fameux logo de ballon de la FIFA qui passe entre 2 clips, ce genre de choses. Ça, c'est la post-production qui s'en occupe. Et là, les clients, c'est plus du coup des studios, je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà, vous voyez, par exemple, RTL, que nous, on connaît peut-être un peu mieux. Le troisième type de solution qu'on fournit, qui a fait assez parler, c'est tout ce qui va être Power Vision. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le Xibra, c'est le VAR, vulgairement pas appelé le VAR. Alors, il faut savoir que pour pouvoir vendre ce genre d'outils dans certaines ligues, on doit être certifié FIFA. On voit au-dessus le FIFA Quality. Il y a très peu de sociétés qui sont certifiées FIFA. Ah, merci pour la porte. Bienvenue en Belgique. Et donc le VAR, comment ça fonctionne? En fait, c'est un système d'intelligence artificielle qui regarde les limites du terrain, les zones, qui les calcule, et qui est capable du coup de replacer une ligne sur ce terrain. Il faut savoir, si vous êtes footeux, peut-être que vous le savez, moi je ne le savais pas, mais un terrain de foot, c'est pas plat. Ça fait légèrement ça. Donc, chaque terrain n'est pas totalement identique, d'où la nécessité d'avoir ce réseau de neurones qui va calculer un ensemble de choses pour pouvoir placer une ligne correcte et donner une assistance à l'arbitre. Alors c'est vraiment une assistance, ça vient positionner une ligne, ça dit qu'il y a hors-jeu, c'est jamais le VAR qui siffle et qui dit il y a hors-jeu. Ça reste toujours, surtout dans le football, la responsabilité de l'arbitre de choisir. On sait que ça fait beaucoup de débats, mais voilà, un outil qui est fort utilisé. Et on sort cette année un nouvel outil, qui est une extension de celui-ci. Alors pas trop pour la ligne de hors-jeu, mais plus pour le côté multicaméra rapide, qu'on appelle le Xibra Lite, qui est sur une tablette en fait, et qui est plus à destination du médical, parce que c'est aussi une clientèle qu'on adresse par exemple, et ça permet, entre autres, pour un médecin sur le bord du terrain, de choisir sa caméra, de zoomer et d'aller voir ce qui s'est passé en termes de blessure. Donc si tu fais un tacle, lui il n'est pas derrière sa télé en train de regarder ce qui se passe et voir le ralenti. Mais il peut choisir la caméra, aller voir est-ce qu'il y a touche, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est le genou, est-ce que c'est le tibia, est-ce que je dois arrêter le match ou pas. Bon, moi je dis souvent qu'au foot c'est assez facile, les gens tombent, donc on le voit assez vite. Dans d'autres sports, c'est pas toujours le cas. Dans d'autres sports, il faut un arbitre, un médecin pour demander la sortie d'un joueur. Voilà, ça c'est pour la partie VAR.
Et alors, une chose qui n'est ni une solution ni un produit en soi, mais qui est plus une équipe, mais dont je trouve assez intéressant de parler, c'est la partie innovation. On a un département innovation, enfin une équipe innovation qui est dans le département R&D plus précisément, qui fait toute une série de tests, qui essayent d'innover, comme la ligne de hors-jeu, c'est une de leurs innovations. Et ensuite, on essaie d'intégrer ça dans un ou plusieurs produits en fonction de la demande ou du besoin. Ici, je voulais en présenter un autre, qu'on appelle XtraMotion, parce que je trouve que voilà, je trouve ça assez visuel, c'est assez parlant. Ça fait quoi concrètement? Ça vient faire de l'interpolation, c'est-à-dire que ça va rajouter deux images entre deux autres de façon fictive. Donc ça, c'est ce que la caméra a enregistré. Ça, c'est ce que l'intelligence artificielle a créé. Entre chaque image, vous allez avoir deux images complètement fictives, que vous allez halluciner directement, créées par l'intelligence artificielle. Okay, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un ralenti extrêmement fluide sans avoir une caméra super slow motion. Donc la super slow-mo, c'est la grosse caméra que vous avez au bord des terrains, avec plusieurs angles, qui sont désynchronisés très légèrement, qui enregistrent du coup un paquet d'images et qui vous permettent d'avoir un ralenti de qualité incroyable. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça partout? Je vais vous donner quelques exemples et vous allez me dire, bah oui, évidemment. On prend le NASCAR, vous voulez voir l'intérieur de la voiture, il n'y a pas un gros caméraman dans le coffre de la voiture de la NASCAR qui est en train de mettre sa caméra devant la tête du pilote. On met une GoPro. Vous prenez le football américain, je trouve que ça me parle aussi. On ne doit pas mettre sur le coin de terrain, si vous faites attention, il y a des très petits poteaux comme ça, en mousse, à l'intérieur duquel se trouve une caméra type GoPro aussi. Pourquoi? Parce que si on a un gars avec sa super slow-mo sur le coin de la ligne de fond et que le gars arrive pour un touchdown, il va au mieux casser le matériel, au pire casser l'opérateur derrière le matériel. Donc on évite, on met des petites caméras. Par contre, du coup, elles n'ont pas la qualité de la super slow-mo. Grâce à ce genre de système, on peut arriver à une qualité qui est quand même vraiment appréciable. On a une qualité de base totalement normale, et nous, on arrive à avoir cet effet super slow-mo. Alors, je vous le vends, mais évidemment, je vais quand même vous le démontrer. J'espère que ça passera sur le projet correctement. Parfois, ça fait des choses un peu bizarres. Ici, vous avez du NASCAR, avec une voiture, superbe voiture qui est en train de faire un accident. Vous allez chaque fois voir l'original, et puis vous verrez le résultat. Et logiquement, vous allez voir saccade, pas de saccade. Ça marche. Voilà, l'original, on voit que ça saccade assez fortement. Le super slow-mo. Donc là, systématiquement, ce que vous voyez, il y a deux images que vous voyez qui ne sont pas vraies, qui n'ont jamais été enregistrées. L'original moto, le super slow-mo. Enfin, l'extra-motion. Et en dernier, voilà, un petit record d'un super fan sur le côté du terrain. Le but, c'est de bluffer l'œil et que vous ne voyez pas les fausses images des vraies images. Oui? Est-ce que pour cette technologie-là, vous basez sur la même technologie que l'IA avec le TLSS ou pas? On utilise une partie de technologie de carte, oui, NVIDIA. Je pense que c'est même sur le truc précédent. Après, voilà, après, je t'avoue que si tu me demandes exactement ce qu'il y a derrière, je ne suis pas dans cette équipe et donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Je sais qu'on entraîne énormément nos réseaux de neurones et nos intelligences artificielles avec beaucoup de choses. Je n'aurais pas te donner le détail. Je sais qu'on se base en effet sur des cartes GPU NVIDIA. Alors la dernière partie, c'est la partie un peu storyteller. Donc je vous ai expliqué, on crée du retour sur émotion, on essaye de vendre des histoires, il y a des gens derrière ces histoires. C'est pour ça que j'ai mis les compteurs directement. Je ne vais pas vous faire de la lecture, ça ne sert à rien. Je vais juste vous expliquer globalement EVS en gros, et puis je rentre en détail sur la partie qui nous intéresse le plus, à savoir la R&D. On représente ça chez nous, très sport, donc on présente ça comme un terrain de football. On a dans le côté défensif tout ce qui va être finance, légal, supply, etc. Donc c'est tous les gens qui sont en support de la société. On a en attaque tout ce qui va être sales, pre-sales, market and solution project. Donc les gens en contact avec les clients, qui sont là pour vendre nos produits et nous rapporter de l'argent. Et puis au cœur, on a vraiment la R&D au centre, la production et le customer support. C'est aussi une force de VS, c'est que les clients peuvent sonner à n'importe quel moment, on est là et on les aide. Ce qui est un peu évident, parce que quand vous avez un souci, je ne sais pas moi, sur un match de foot, la finale de la World Cup, si vous sonnez et qu'on dit bah non, les bureaux sont fermés, pas terrible, quoi. Et à droite, vous avez le CEO, supporté par les RH, qui lui
s'assure que tout se passe bien et qui fait rentrer les bonnes personnes au bon moment. Alors, petite partie qui va un peu plus vous intéresser aussi. Les métiers. Aujourd'hui, vous êtes en plein centre de tout ça. Je vais vous parler principalement des métiers de chez EVS. Il y en a plein d'autres, mais ceux que moi je connais et je maîtrise un peu mieux. Et je vais commencer par la partie de droite. La partie software engineer, la plus classique. En dessous de chacun de ces métiers existent des sous-métiers qui parfois donnent lieu à d'autres sous-métiers, etc., etc. C'est très, très vaste le métier de l'informatique. Donc le premier software engineer, c'est les développeurs qui vont composer une équipe de développement chez nous et qui vont écrire les lignes de code qui vont permettre d'avoir nos produits. Derrière ça, vous mettez front-end ou back-end, vous mettez Java, C, C++, .NET, Python, tous des langages qu'on a chez nous. Donc on a multitude de langages aussi, pas une société, un langage. Le deuxième qui fait partie de la même équipe, de la même dev team, c'est le QC Engineer. Alors, il n'y a pas spécialement d'école en Belgique pour ça, mais globalement, c'est les personnes qui vont tester le logiciel. Soit manuellement, donc elles vont faire des passes, elles vont s'assurer qu'il n'y a pas de bug, que tout fonctionne bien, pas de régression, soit de façon automatique. De façon automatique, ça veut dire que ces personnes-là vont écrire du code qui va tester une application. Le troisième, même équipe, Scrum Master, c'est parfois un rôle, parfois un métier plein temps. C'est les personnes qui sont des facilitateurs pour l'équipe. Alors nous, on travaille dans une méthodologie qui s'appelle Scrum, qui est une méthodologie agile. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous le verrez à un moment, si vous entendrez parler. Dans tous les cas, dans votre carrière, à un moment donné, vous croiserez cette méthodologie ou une assez similaire, parce que c'est fort en vogue depuis des années. Donc je vous invite même parfois peut-être à essayer de faire vos projets en Scrum, en découpe, s'il n'y a pas ce genre de cours ou autre, par vous-même, c'est peut-être intéressant. Donc voilà, Scrum Master. Celui juste en dessous, c'est Product Owner, donc ça c'est le garant du produit. Lui, il n'est pas spécialement technique, lui il dit juste le quoi. Il dit à l'équipe, voilà ce qu'on va faire dans les 3 mois qui viennent, je vous explique le scope, le besoin du client, comment on va découper le travail, et lui c'est juste sa mission. Et l'équipe dit le comment. Tout en dessous, vous avez DevOps, c'est un peu particulier. Parfois c'est une philosophie, parfois c'est un métier en plein. C'est l'entre-deux entre développeur et opérationnel. Opérationnel, c'est plus l'infrastructure, la mise en place des machines, d'une machine virtuelle, ce genre de choses. Et le développeur, c'est celui qui va faire en sorte qu'on fasse tout ça avec du code, globalement. Donc ça va être toute la partie cloud et autres qui se retrouvent là-dedans. Si on continue notre petit tour architecte, comme pour un bâtiment, l'architecte, il est là pour s'assurer que le produit, il a des bonnes fondations, il fonctionne bien, on a des choix technologiques corrects, etc. Manager, ça c'est moi. Manager, c'est 3 axes. C'est bien-être, performance et compétence. Voilà. Je pourrais rentrer dans les détails si vous avez des questions, mais voilà, c'est un peu mon but. C'est de m'assurer que les gars dans mes équipes, ils soient bien, ils soient performants, donc ils délivrent, ça fonctionne, et ils soient compétents. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de formation? Est-ce que je peux faire quelque chose pour les aider à progresser? C'est pas moi qui vais les former spécifiquement, mais c'est moi qui vais faire en sorte de mettre le terreau pour que ça pousse et ça fonctionne. Le CTO, notre chef à tous, c'est le chef technique du département R&D. Et quand je dis vous êtes là et vous pouvez arriver là, c'est totalement vrai. Hein. Il n'y a pas spécialement besoin de faire 7 ans d'études pour arriver à un poste précis. J'entends pas mal d'étudiants qui me posent des questions d'année en année, qui me disent ah, je vais faire un master parce que j'aimerais être manager ou parce que j'aimerais être architecte. Chez EVS, en tout cas, c'est totalement faux. La carrière passe est totalement libre. Je suis manager, je n'ai pas fait de master. Nos architectes n'ont pas spécialement fait de master non plus. Donc voilà, il n'y a pas de diplôme, en tout cas, spécifique pour arriver à un poste de si ce n'est bachelier en entrée. IT, security, je pourrais mettre network là-dedans. Là, je sors de la R&D un petit peu. Mais c'est des départements qui démarrent aussi parfois de là. Tous les gens qui vont être spécialistes en sécurité, cybersécurité, réseau, etc., etc. Et puis UI UX, ça c'est plus des gens qui ont une affinité un peu différente, UI UX designer. On a aussi d'anciens devs qui sont passés du côté du UI UX et qui, eux, vont amener une plus-value expérience utilisateur. Ça va? Alors j'en arrive au dernier slide, la dernière partie. Comme promis, je vois que je suis dans les temps, donc vous allez pouvoir sortir sous
magnifique soleil. Je voulais terminer par une expérience un peu plus personnelle. Comme je l'ai dit, moi j'ai démarré entre guillemets ici chez EVS, à l'HEPL, trop dans EVS. Donc je suis un ancien étudiant de l'HEPL. Et quand j'ai postulé pour aller chez EVS, moi je suis sorti une année où c'était une pénurie dans l'informatique. Donc c'était pas spécialement simple de trouver du boulot. Je cherchais un peu partout, il n'y a pas beaucoup de postes. Enfin, j'en trouvais pas sans expérience en tout cas. J'ai postulé même comme cariste par exemple, pour information. Je me suis dit, ben, je veux travailler, je sais que je voulais développer un moment, mais je voulais trouver un boulot. Donc on m'a dit, ah non, surqualifié, vous pouvez pas. J'étais en costume à l'entretien, là où j'étais à côté de personnes de 50 ans en salopette qui m'ont regardé, qu'est-ce qu'il fait là lui. Finalement, j'ai eu des entretiens un peu plus proches du métier. Un qui était dans une école pour être professeur, dans une école secondaire, professeur en informatique. Et 2 semaines plus tard, j'avais un entretien chez EVS pour testeur. Donc, je ne savais pas ce qu'était EVS, j'ai jamais entendu parler de ma vie. Je ne savais pas ce qu'était le métier de testeur, aucune idée de ce que c'était. Mais bon, je voulais du travail, donc je vais voir. Il y a de la lumière, je rentre. Je sors de cet entretien, mon téléphone sonne, et c'est l'école qui me recontacte en me disant, ben voilà, vous avez été choisi, est-ce que vous savez commencer la semaine prochaine? Je vais vous donner une réponse demain, ok, pas de souci. Et je me dis, dans mon fort intérieur, l'entretien à Chevet s'est super bien passé, c'était super chouette. Ça fait quelques mois que je cherche du boulot, qu'est-ce que je fais? Et je décide de dire non à l'école. Je dis merci, mais non, finalement, j'ai trouvé ailleurs, c'est pas vrai, mais je prends le risque. Pari gagnant, parce que vous savez déjà la suite de l'histoire, je suis chez EVS, c'est un peu triché. Mais du coup, je suis rentré chez EVS, non pas en tant que testeur, mais en tant que développeur. Il n'y avait pas de poste quand je suis arrivé. Il y avait des postes, 5 ans d'expérience, avec un machin comme ça, dont la moitié des mots ne me parlaient pas du tout. Mais voilà, j'ai passé un entretien, l'entretien était bon. Il y a une personne qui ne convenait pas, qui partait à ce moment-là. L'opportunité s'est créée. Je l'ai eu. Magnifique. Je suis rentré en tant que développeur. À l'époque, le test, on n'en parlait pas trop. Tu as peu de tests manuels, mais test automatique, bof bof. On devait tester, c'est douter. Voilà, pas le genre de phrases qui sont terribles aujourd'hui. Mais... Et donc, moi, j'ai eu pour mission de commencer un peu à évangéliser tout ça. Donc, mon but, c'était au début d'écrire des logiciels pour simuler des actions humaines. Un peu le prémisse du test automatique chez EVS. On avait des événements comme les Jeux Olympiques. Donc, quand on doit tester ça, les Jeux Olympiques, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 500 personnes qui travaillent sur le produit en même temps. Quand je suis arrivé, c'était des macros un peu pas terribles, où voilà, une macro, ça clique un peu à côté, ça se foire, ça se récupère pas. Et c'est ce qui permettait de simuler 500 utilisateurs. Évidemment, on ne demande pas à 500 gars de venir tester notre produit, on en a 10 et c'est très bien. Mais voilà, on avait cette solution-là. Et ma mission, c'était un peu d'améliorer ça et de créer un outil qui permettait de simuler ces utilisateurs. Donc, au départ, on a utilisé un outil marché, la licence était 6 000 €, je m'en souviens encore très bien. Et on a vite fait un calcul, ok, 6 000 fois 500 égale, non, on n'achètera pas ce produit, pas 500 fois en tout cas. Et j'avais de nouveau le pressentiment de me dire, ce produit, on pourrait le développer nous. On est des développeurs, je vois à peu près ce que ça fait. Donc on m'a confié 2 gars et on m'a dit, bah, si tu penses que tu peux le faire en 6 mois, on te donne ces 2 ressources-là et essaye. Comme quoi, chez EVS, j'étais là depuis 1 an, même pas. Et je parlais d'innovation tout à l'heure. Bah, si on a une idée, honnêtement, c'est toujours le cas aujourd'hui, on nous donne notre chance. Là, on m'a donné ma chance. On m'a dit, bah, si tu veux, si tu y crois, j'avais déjà démontré un peu ce que je pouvais faire, sans être un senior développeur non plus. On m'a dit, si tu y crois, on te prête 2 devs et essaye, t'as 6 mois. 3 mois plus tard, j'avais un prototype. 6 mois plus tard, ça fonctionnait. Et donc, on simulait 500 utilisateurs, on simulait les JO, ça fonctionnait impeccablement. Voilà. Tout ça pour dire que c'est vraiment à la volonté. Donc, si vous voulez y arriver, ça marche. Suite à quoi, d'autres personnes se sont rajoutées dans mon équipe et j'ai pris petit à petit la casquette de leader. Un peu une casquette un peu différente. On est plus là pour aider les gens, les tirer. On est un peu référent technique. Un petit côté... Donc j'étais dev, puis j'étais senior, puis j'étais leader assez vite derrière. C'est un peu le gars vers qui vous vous tournez et qui donne un peu la direction. Avec le temps, les équipes ont grossi, et là j'ai changé d'axe, je suis passé vers l'axe managérial. Alors à l'époque, chez EVS, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais on partait du principe que quand on était bon techniquement, le carrière path c'était OK, senior, leader, manager. Bon. Alors qu'en fait,
dans la vraie vie, manager, ça n'a rien à voir avec le chemin technique. C'est vraiment diamétralement, pas opposé, mais en tout cas, c'est pas du tout la même chose. C'est deux axes complètement différents. Et donc, j'ai pris l'axe managérial. Et aujourd'hui, je m'oriente, je persiste dans cet axe-là. Et comme je le disais au tout début en prémisse, là, je gère aujourd'hui 14 personnes. Et ça fluctue en fonction des moments. Voilà. Et donc, ma mission, c'est vraiment m'occuper de faire en sorte que ces personnes soient bien et progressent. Alors, il y avait 4 petits bonhommes dans mon premier dessin, c'est pas pour rien. Les autres, je vous les expliquerai moins en détail, puisque je les connais moins, c'est leur vie à eux. Mais c'est des personnes qui ont fait leurs études sur le même banc que moi, la même année que moi, qui sont sorties en même temps que moi. Donc, une autre de ces personnes, quelques mois après que je sois chez EVS, je la vois postuler, pareil, elle cherchait, elle ne trouvait pas, elle galérait un peu à trouver. Elle postule chez EVS et elle se retrouve dans mon équipe à faire le même boulot que moi. Donc voilà, donc on se retrouve à faire le même boulot, je lui explique le boulot, software engineer, et on avance un peu ensemble. Un peu plus tard, cette personne, j'étais son manager à un moment, et puis il m'a émis le souhait d'aller vers du DevOps. Il est parti vers du DevOps, il a passé des certifications Amazon Cloud, aujourd'hui il est multi-certifié, et il est parti vers un autre axe totalement différent. Troisième personne, troisième histoire, un de ses autres étudiants, qui lui, en sortie de bachelier, me dit « Moi je continue, je veux faire un master. » Ok, super. Peut-être un jour, dans les faits, 2 ans plus tard, je le revois chez EVS, il postule, il vient pour un job de product owner. Donc lui, la partie développement, il aimait bien, mais ça n'a jamais été vraiment son truc, quoi. Lui, ce qu'il aimait, c'était gérer les produits, gérer les projets, essayer de faire en sorte d'avoir une vision, d'avancer, mais pas vraiment de développer main sur clavier. Il rentre chez EVS en tant que product owner, et il connaît, je trouve, une belle carrière. Il devient lead PO un peu plus tard, et puis Head of PO, donc c'est à peu près l'équivalent de manager côté PO, donc il gère les PO en tant que responsable, et à la fin, VP Solution Product. Bon, il y a 2 mots qui vont très très bien et qui font souvent bien, c'est Chief et VP. Quand vous avez ça dans votre titre, souvent, c'est qu'il y a un certain niveau dans la société. Donc voilà, lui, il était VP Solution Product, c'est-à-dire qu'il était responsable. Vous avez vu les cadrans des produits au début. Toute la partie Mediaception, c'était à lui de donner la vision complète pour EVS. Voilà. De nouveau, on est parti des mêmes bancs, on a eu des chemins différents. Le dernier, Software Engineer, il va dans une autre société. Quelques années plus tard, il décide de changer de société. Je le recroise chez EVS. Et il rentre dans une équipe. On met Scrum dans les mêmes moments, on met Scrum en place. Scrum rentre chez EVS. Il aime bien. Il fait Scrum Master part-time. De là, il devient Scrum Master full-time. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les explications détaillées, mais il est RTE. Globalement, c'est un Scrum Master au niveau d'une solution. Donc voilà, il est Scrum Master de façon large. Donc voilà, on est tous les 3 ou tous les 4 rentrés avec les mêmes études quasiment, en tout cas avec le même départ, qui est le vôtre aujourd'hui, et on est aujourd'hui tous à des postes qui ne sont plus développeurs, mais qui sont tous complètement différents. Certains c'est plus sur de la méthodologie, d'autres c'est plus de la technique, d'autres c'est plus du managérial, d'autres c'est plus de la vision produit, voilà. Donc voilà, 4 départs, 4 arrivées différentes. Voilà. Ça conclut un peu la présentation pour aujourd'hui. Je suis dans les temps, impeccable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, tout le monde a entendu la question, vous voulez que je la répète? Je vais répéter la question. J'entends que c'est pour essayer de me soudoyer, c'est ça? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des stages chez EVS lorsque vous serez en 3e, c'est ça? Et la deuxième partie, tu sais me la redire? Oui. Oui, donc voilà, si le stage se passe bien, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un job ou un entretien pour un job chez EVS, c'est ça? Je résume bien? Ok. Donc le stage chez EVS, comment ça se passe? On est le plus fair et le plus équitable possible, donc on voit tout le monde. Il faut juste savoir une chose, souvent on fait des portes ouvertes un peu avant, et donc on reçoit une pléthore de CV dans la foulée. Il arrive qu'on se donne 24 heures,
on traite les CV sur les 24 heures qui suivent les portes ouvertes, et les autres, on ne les regarde pas, parce que sinon ça fait trop. Par année, pour vous donner un ordre d'idée, je vois peut-être 60 étudiants au minimum. Je ne peux pas avoir 120 étudiants, c'est juste ça rentre pas dans mon agenda, c'est impossible. Je ne suis pas le seul à le faire. J'ai Nathan qui est dans une de mes équipes qui m'aide là-dedans. Mais voilà, ça fait déjà quand même beaucoup de boulot. Donc on voit tous les étudiants. En effet, il y a des stages chez nous. Cette année, on en a 15 par exemple, des étudiants. Actuellement en stage d'ailleurs. On les voit sur la même base, on essaie de poser le même genre de questions. Alors je sais que les questions elles s'échangent souvent entre étudiants, parfois d'une année à l'autre, etc. On essaie du coup de les changer et de s'adapter au mieux. On vous voit, on vous caste, on ne propose pas les stages et ensuite les étudiants viennent pour un stage précis, viennent d'abord pour EVS, entre guillemets, et nous on choisit le qui avant le quoi. C'est-à-dire on voit la personne, et si la personne est bien, on essaie de voir, tiens, de quoi tu as envie, c'est quoi ta passion, qu'est-ce que tu veux faire. Et on trouve le stage qui va être le mieux adapté pour toi. Ensuite tu vas faire ton stage, si ça se passe bien, il n'y a pas de second entretien si on a des postes ouverts. Alors, il y a des années où on a beaucoup de postes ouverts, des années où on en a très peu. Et là, les candidats qui nous disent « je ne veux pas faire un master, j'aimerais bien m'engager », voilà. Ou certains viennent chez EVS et font un master en cours du soir, on en a aussi. Alors, il n'y a pas de second entretien, on considère que le stage fait office d'entretien. Donc, la seule chose qui est vraie, c'est que si on doit engager des personnes juniors, évidemment, on a plus facile de prendre les étudiants qu'on a eus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu directement 3 mois où on les a vus, on les a testés, on les a déjà un peu même mis aux normes de la société, etc. On a déjà un bon feeling, c'est mieux qu'une heure d'interview. À partir de là, ils partent avec une longueur d'avance sur un étudiant qui vient de l'extérieur. Ça, c'est une vérité. Et après, en fonction des années, voilà, comme je dis, on en prend parfois 2. Il y a une année, on en a pris une dizaine, je pense. Ça dépend vraiment. Ça dépend de VS et ça dépend des étudiants. Voilà. Ça répond à la question à peu près ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'ayez pas peur. N'importe quelle question. Oui ? Vous étiez en quelle option ici à l'école ? J'étais en réseau. Maintenant, je sais que les options sont en train de changer, puisque j'étais sur l'ancienne façon. Je pense qu'en première, ça a déjà changé, ou pas encore ? C'est le tronc commun, la première, voilà. Et après, les options restent quand même sensiblement les mêmes que Ouais. Voilà, ben, moi, j'étais en spécialisation réseau. J'ai fait un stage qui était un peu lié au réseau. Dès que j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'ai pas fait de réseau du tout. Pas du tout. Donc voilà. Après, le tronc commun m'a permis de rentrer, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est du .NET. Et donc, je suis rentré en tant que dev.NET. Et puis de là, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai fait du Java sur ma carrière, j'ai fait d'autres langages, j'ai essayé plein de choses. On faisait la liste la fois passée en rigolant, je pense que j'ai dû faire 14 langages, mais dans les faits, vraiment un sur lequel je me suis vraiment ancré, c'est l'orienté objet et c'est le .NET. C'est mon langage de cœur. Mais j'étais en réseau. Donc, pour moi, il n'y a pas de porte fermée, je pense pas. Hein, quand on sort d'une option, ça donne peut-être des avantages. Si vraiment le réseau, c'est ce qui te plaît, va en réseau. Mais si tu n'as pas d'idée, ça ne te fermera pas de porte d'aller au réseau, par exemple. D'autres questions ? Allez, une question là, une question là, une question là. À distance, je ne sais pas si les gens peuvent poser des questions s'ils en ont. Par écrit, parfois c'est plus facile. Je ne sais pas si celle-là, il faut la retenir. Il y en a un an qui pense vous engager un vieux de 33 ans qui en fait 36. 36 en sortant de l'école, mais 40 physiquement. Et pas comme vous qui en faisiez 28 à 40. Oui, pourquoi pas. On a eu par exemple... alors moi, je peux parler de 2 expériences. La première, c'est mon expérience ici à l'école. J'ai été en binôme avec une personne qui se reconvertissait professionnellement parlant. Il venait de France, il était croupier de casino, donc vraiment rien à voir. Sa compagne est venue ici en Belgique pour faire des études en médecine. Il a dit, je vais en profiter, je ne veux plus faire croupier. Je vais suivre un bachelier. C'était le meilleur élément de l'année. C'est quelqu'un qui a fait en fin d'année, je pense qu'il a eu 987 sur 1000, un truc comme ça. Il a, de ce que j'avais compris, explosé les scores de l'école à l'époque. Une tête. Et en première année, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai dit à un de mes amis qui était venu avec moi de secondaire, je lui ai dit, lui, absolument, on ne le voit plus. C'était le meilleur de l'année. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de reconversion, enfin, il n'y a rien d'impossible. Et on a eu un étudiant il y a quelques années qui était en reconversion aussi.
et qui est venu faire son stage, qui était très bon. Donc, si c'est un étudiant qui est en conversion, je ne sais pas, ou si c'est un... Mais honnêtement, il y a vraiment... La notion d'âge, pour moi, elle ne rentre pas du tout en compte, quoi. On en a un qui est à distance, avoir une idée de la journée typique. Bonne question. Cela, je fais souvent, donc c'est bien. Ce qui est bien, c'est que dans le métier, on n'a pas spécialement de journée type où on se dit, OK, le matin c'est ça, l'après-midi c'est etc. En fonction des métiers, c'est un peu différent évidemment, mais une journée n'est pas l'autre. Si je prends le cadre le plus standard, bah, vous arrivez à l'heure que vous voulez, mais c'est assez flexible. Donc il y en a qui arrivent à 8 heures, il y en a qui arrivent à 9, il y en a qui partent plus tôt, d'autres plus tard. Il y en a qui vont courir à midi, il y en a qui vont pas. Donc il y en a qui font des heures un peu plus, d'autres un peu moins. Voilà. Assez libre. Et souvent, on démarre la journée, les gens viennent, ils planifient un peu leur journée. Comme on est en Scrum, on a des petits cérémonials comme le daily. C'est 15 minutes où l'équipe, autour de la table, en profite pour dire voilà ce qu'on a fait hier, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis bloqué, je suis pas bloqué, qui peut m'aider? Et puis alors, la journée commence. Et là, je dis une journée type chez EVS, c'est un client qui sonne, il y a une urgence, ok, je regarde pour le bug, qui regarde avec moi. C'est une feature à développer et je continue ce que j'ai fait hier, je continue de la développer. C'est je vais en support au tiers 3 parce qu'ils ont un problème, je vais voir avec eux. C'est vraiment... C'est ce que je trouve riche dans le métier, c'est que vous ne vous dites pas tous les jours je fais la même chose. Alors je sais que je ne saurais pas. J'ai pas 2 jours qui sont les mêmes. Aujourd'hui, je présente. Certainement que c'est peut-être, je vais faire 2 fois sur l'année. Et chaque jour, je ferai des choses un peu différentes. Ça, c'est chouette aussi. D'autres questions? Est-ce que vous pensez que ce genre de session est utile? Ok, parfait. Bien, alors tout ça, c'est bien, ça. Et il y a oui au moins, il n'y a pas eu de non.